Mercredi 12 juin 2024. Bonjour madame, monsieur et bienvenue dans ce journal. Une mesure d'urgence a été lancée hier pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akwakwa et d'Arblangodan. C'était en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Le français, pourquoi faire? C'est le thème autour duquel s'est tenu le récent forum Notre futur dialogue Afrique-Europe qui a réuni des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis pour réfléchir sur la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a statué sur l'adoption d'une nouvelle feuille de route qui restitue les aspirations du continent au cœur des négociations au sein de l'ONU. À nouveau, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a procédé hier mardi dans la commune de Semekpodji au lancement des travaux de la mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akwakwa et d'Arblangodan à partir des champs de captage de Porto Novo. Il s'agit d'un projet destiné à mettre fin aux perturbations observées dans la fourniture en eau potable dans ces localités. D'un coût global de 17 milliards de francs CFA, le projet dénommé Mesures d'urgence pour le renforcement d'eau potable de la zone d'Akwakwa et d'Arblangodan à partir des champs de captage de Porto Novo est essentiellement financé à travers le budget national. Il vise à améliorer la desserte en eau potable de l'arrondissement d'Arblangodan à Semekpodji, des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la ville de Cotonou. Le maire de la commune de Semekpodji se veut reconnaissant envers le gouvernement. Nous pensons qu'il faut remercier le gouvernement pour avoir jugé de l'opportunité d'une mesure d'urgence et avoir fait aboutir le programme ce jour pour le lancement de cette noble et bénéfique réalisation pour le compte de nos populations. À travers ce projet donc, les perturbations dans la fourniture de l'eau potable dans la zone d'Akwakwa et d'Arblangodan qui consistent en des baisses de tension et des interruptions du service robinet en général et surtout aux heures de grande consommation seront conjuguées au passé. Le directeur général de la SONEB donne ici la description du projet. Il s'agit principalement de la construction de l'équipement d'une nouvelle usine de traitement d'eau ici qui aura une capacité de traitement de 1000 m3/h. D'installation d'équipements hydrauliques et électriques, et électromécaniques pour les forages, la fourniture et la pose d'environ 46 km de conduite, la fourniture de 2000 mètres linéaires de lignes électriques, moyenne tension et basse tension, et la pose de transformation électrique moderne adaptée. Le tout complété par un système moderne de télégestion. Dans son discours de lancement des travaux, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines n'a pas manqué de rappeler que le gouvernement fait de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité. Samou Seydou Adambi rassure que toutes les localités du Bénin seront desservies en eau potable. Cet événement revêt une grande importance pour le gouvernement en ce sens qu'il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement fondée non seulement sur la répartition équitable du revenu national, mais aussi et surtout dans le processus d'amélioration des conditions de vie des populations, un des piliers essentiels du programme d'action du gouvernement. Il apparaît donc nécessaire de rappeler à chaque fois que l'occasion se présente que l'accès à l'eau potable pour toutes les populations où qu'elles se trouve être l'une des priorités affichées du gouvernement. La cérémonie de ce jour, comme bien d'autres avant, et bien d'autres à venir consacrent clairement la volonté et la détermination du gouvernement de notre pays de ne pas faillir dans sa volonté d'améliorer de façon durable les conditions d'accès à un service d'eau potable de qualité dans l'équité et la justice sociale. Face au défi de l'accès à l'eau potable, le président de la République a eu la courageuse et salutaire décision d'être anticipatif avec une vision très claire. Cette anticipation et cette vision du chef de l'État portent ses fruits comme on a pu s'en apercevoir. Plusieurs localités de notre pays sont déjà desservies en eau potable et pour celles qui restent, les projets sont déjà élaborés et les financements bouclés.
Les travaux confiés à l'entreprise Sogea Satome sont prévus pour durer 15 mois à compter de ce mardi 11 juin 2024. Mais le ministre dit compter sur l'expertise de l'entreprise pour sortir les populations de leur calvaire en 12 mois. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et le préfet du littoral présent aux côtés du ministre Sabou Seydou à Dambi pour le lancement de ces travaux de ce projet donnent leur appréciation. On les écoute. La préoccupation première, que ce soit à Akpakpa, à Blangandan et partout ailleurs au Bénin, est le besoin en alimentation en eau potable. Donc c'est une grande joie qui m'anime ce matin, après cette cérémonie de lancement des travaux, pour pouvoir réaliser les travaux en l'espace de 15 mois. Je suis très content parce qu'il n'y a pas de jour, comme vous le savez, que nous nous plaignons tous du manque d'eau dans nos robinets, et dans tout Cotonou, et particulièrement à Akpakpa et à Blangandan. C'est déjà un pas et j'espère que les délais de travaux seront tenus. Et comme l'a souhaité le ministre, il reviendra très bientôt pour faire le lancement concernant les autres arrondissements de Sénécodi. Donc, je voudrais passer par ce canal pour lancer à tout le Bénin, un appel à tout le Bénin, pour dire que, tel que nous l'avons expliqué au cours de la tournée gouvernementale, tous les travaux se réalisent par phase. Il y a un phasage dans la planification. Compte tenu des disponibilités budgétaires, nous ne pourrons, au niveau du gouvernement, avancer que par phase. Donc, les populations qui ne sont pas encore servies, aussi bien en électricité qu'en eau potable, qu'en infrastructure de tout genre, n'ont qu'à prendre patience. Parce que de manière méthodique et sûre, la planification est faite et chacun aura, en temps voulu et en temps planifié, ce qui lui manque. Je n'ai pas ici la preuve, parce que c'est une constante, je n'ai pas la preuve de ce que le gouvernement avance. Ça fait très longtemps que le gouvernement travaille. Mais j'ai plutôt la preuve que je voudrais administrer aux uns et aux autres que le calendrier du gouvernement se déroule tous les jours, chaque jour, en dépit de toutes les échéances. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est un projet, le ministre de l'Énergie l'a rappelé, de 17 milliards environ pour desservir ces localités en eau potable. C'est un projet, une mesure qui vient davantage renforcer le souci constant du président de la République, constant et inlassable du président de la République et de son gouvernement, d'œuvrer tous les jours à l'amélioration des conditions de vie des Béninoises et des Béninois où qu'ils se trouvent. La salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a abrité lundi dernier la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Arabie saoudite et le Bénin. L'assise a été faite en présence d'une délégation saoudienne conduite par le vice-ministre saoudien de l'investissement, du ministre béninois des Affaires étrangères ainsi que des cadres du dit ministère. L'objectif est de permettre aux deux parties d'encourager les investissements de leurs citoyens conformément à leurs législations respectives. C'est un accord qui prévoit l'organisation d'expositions, d'ateliers, de conférences et d'autres événements visant à développer la coopération dans le domaine de l'investissement. Précisons également que le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire important du Bénin à travers des financements du Fonds saoudien pour le développement, mais aussi de la Banque islamique de développement depuis les années 70. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité, je vous l'annonçais en titre, le forum Notre futur dialogue Afrique-Europe, initié par l'Institut français de Cotonou. Ces 3 jours d'assises ont permis de réfléchir sur les enjeux de la langue française. Arthur Hendo. Le français pourquoi faire? C'est autour de ce thème qu'espère
chercheurs, artistes, activistes, entrepreneurs, y compris des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, ont été invités à échanger. Le français, comme toute autre langue, est un don pour l'humanité et elle permet de s'exprimer, confirme Carmen Toudonou. Je considère comme un cadeau, un don pour l'humanité. Les langues, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la langue maternelle et moi, ma langue maternelle, bien entendu, c'est le goût qui me permet aujourd'hui de vous dire Mikwabo. Ma langue paternelle est le Tori B. C'est une langue que j'ai très peu pratiquée, qui appartient également au groupe linguistique B et qui me permet de vous dire tout de même Ekavo. Et puis ensuite, il y a des foultitudes de langues. J'en ai appris certaines. Il y a l'anglais, il y a l'allemand que je me suis essayé à apprendre sans un succès particulièrement remarquable. Évidemment, vous risquez de me rétorquer que je divague puisque l'on m'a demandé de parler de mon rapport au français et je vous bassine de langue et tout y quanti depuis quelques minutes. Eh bien, je vous répliquerai que je ne m'égare point pour la belle raison que ce que j'exprime là, je le formule en français. Ce simple fait démontre donc que j'ai un rapport particulier à la langue française, le français qui est jusqu'aujourd'hui cette langue qui me permet de pouvoir faire un exposé de ce style. Mais le français, pourquoi faire? Si le fon est la langue la plus parlée au Bénin, le Moré au Burkina Faso, les Baoulé ou les Bété en Côte d'Ivoire, le Bambara au Mali, les Haoussa ou les Zerma au Niger, les Oué au Togo. Ces différents pays qui composent des réseaux ont en commun un seul dénominateur linguistique, c'est le français. C'est cette langue qui nous permet à notre institution de se retrouver, de travailler et de se comprendre. Le français, c'est très important. Ça nous permet déjà d'aller au Niger, d'aller au Congo, d'aller au Cameroun, sans avoir besoin de comprendre la langue locale. Et le français, c'est très important parce que ça nous permet aussi de se réunir. On s'est réunis de plusieurs nationalités, on s'est réunis, on est arrivé, on discute, on échange. Et donc c'est très important aussi dans ce cas-là de se fixer des objectifs de départ. Quand on a des objectifs de départ, je vous donne un exemple, c'est aussi la langue française. C'est tellement vous êtes à votre chérie, vous êtes en train de marcher dans la rue, il faut rencontrer deux hommes qui sont en train de se battre. À travers des enjeux intitulés « La langue française entre propriété et appropriation », la langue française dans le dialogue social et politique, la langue française, langue professionnelle d'activité économique et la langue française dans le champ de la créativité et de l'expression culturelle, des débats grand public et un hackathon, des ateliers et des tables rondes ont été au menu pour alimenter l'événement en vue de mettre en avant la place de la langue française, les opportunités qu'elle peut offrir, sans oublier les obstacles qu'elle peut également connaître. La piste cyclable de l'échangeur de Godomé est fermée depuis plusieurs semaines aux motocyclistes afin de permettre la réhabilitation de la bretelle ouest au bas de cet échangeur. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les activités commerciales faites sur le tronçon. Clémence Tonoucoin a rencontré quelques usagers qui lui parlent de leur désarroi. On va suivre son reportage. La piste cyclable au bas de l'échangeur de Godomé dans le sens Abomey-Calavi-Cotonou est fermée depuis le lundi 20 mai dernier. C'est à travers un communiqué radio-télédiffusé en date du 14 mai que la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT a annoncé la fermeture temporaire de cette bretelle. Il est prévu des plans de déviation afin de minimiser les perturbations occasionnées par cette fermeture. Cependant, les populations riveraines sont confrontées à d'autres situations telles que la mévente. Il n'y a rien de mauvais dans ce qui se fait. C'est pour rendre la ville belle et ça se voit déjà. Mais les fermetures de voies en plein cœur de la ville et même devant les maisons ne facilitent pas notre mobilité. En plus des grosses balises posées sur la voie, il est noué une corde qui fait que, même pour traverser la voie, il faut s'abaisser et nous nous cognons régulièrement la tête contre les balises. Toutes les activités commerciales sur ce tronçon aussi tournent au ralenti. Mere no gbofio esana note a police le caro fine
Depuis que la voie est fermée, nous ne vendons plus rien. Les policiers sont là et les gens ne peuvent pas garer pour acheter de peur d'être arrêtés. Le marché de Godomé est juste en face, mais impossible de traverser la voie pour y aller. Alors que, pour le moment, les travaux sont concentrés sous l'échangeur là-bas. Quand est-ce qu'ils vont finir là-bas et venir ici? Pendant ce temps, comment allons-nous survivre et payer les loyers des boutiques et l'électricité? Toutes ces charges sont là. Les riverains appellent les autorités au secours afin que leur peine soit soulagée. S'ils peuvent espacer les balises pour nous faciliter la mobilité et ouvrir aussi un peu devant les boutiques et étalages, nous en serons très contents qu'ils nous aident. Que le chef de l'État voit ce qu'il peut faire pour nous soulager un peu. Ce serait bien, sinon ça ne va pas. En attendant, usagers de cette voie et riverains devront jouer la carte de la résilience puisque cette fermeture est prévue pour durer jusqu'au lundi 19 août prochain. Je vous l'annonçais en titre, Alger a accueilli hier la 11e réunion interministérielle du comité des 6 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sur les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU. Les détails. C'est un vieux serpent de mer, cette réforme du Conseil de sécurité de l'ONU que les pays africains appellent de leur vœu depuis maintenant 27 ans. Et ce C10, ce fameux C10, donc comité des 10 pays africains, qui a tenu donc cette réunion à Alger, a été instauré en 2005. Donc ça ne date pas d'hier non plus. Alors sur les conclusions, eh bien, il s'agissait de rappeler une position africaine commune sur cette question et puis renforcer le rôle du C10 au sein de l'ONU et au sein des organisations intergouvernementales dans un contexte de tension internationale et de blocage aussi au sein de cet organe onusienne. Alors, les objectifs, ce sont toujours les mêmes, ils ne changent pas. Il s'agit effectivement de plaider en faveur d'une représentation permanente africaine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne reflète plus aujourd'hui les réalités de ce monde et il s'agit donc de dénoncer une injustice historique selon même les déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien lors de cette réunion, Ahmed Attaf. Regardez. Nous présumons que notre évaluation était largement positive en termes d'intérêt international suscité à nouveau concernant la question de réforme du Conseil de sécurité sur fond de la crise que connaissent les relations internationales. Mais aussi en matière de soutien accru, apporté à la position africaine commune, même par des membres permanents, au Conseil de sécurité, des pays qui reconnaissent désormais l'impératif de réparer l'injustice historique dont pâtit notre continent au sein de cette instance onusienne. Alors, injustice, pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Afrique dispose de 3 sièges non permanents au sein de l'ONU et ce n'est pas du tout conforme aux déclarations d'Harare de 1997, au consensus d'Ezoluini et à la déclaration de Sirte de 2005, donc sur cette réforme du Conseil de sécurité onusien. Les revendications, quelles sont-elles? Eh bien, il s'agit non pas d'obtenir 3 sièges non permanents, mais 5 et obtenir également non pas 1, mais 2 sièges permanents au sein de ce Conseil de sécurité onusien. Donc voilà les revendications principales et il s'agit évidemment d'obtenir 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité onusien avec toutes les prérogatives que cela suppose, y compris le droit de veto. Et sur ce point, il faut aussi préciser que le point de vue africain est un peu différent. Ils ne sont pas du tout favorables à l'instauration d'un droit de veto, mais c'est vrai que le C10 estime que si ce droit de veto est effectif, il n'y a pas de raison de ne pas l'octroyer justement aux nouveaux membres permanents éventuels. Ce sera tout pour cette édition de Journal. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis.